d'être là, vraiment, sur une tournée, d'aller voir les amis de la NUPES. Sabine, c'est une super étape. C'est avec beaucoup d'amitié que je viens ici, puisqu'on est tous les deux conseillers régionaux à la région. Dans le groupe L'écologie ensemble, qui regroupe, qui faisait déjà l'union avant l'union. Ouais. Les écologistes, exactement, à jamais les premiers dans le coin. Non, je pense qu'il y a eu d'autres unions, mais disons que ce désir d'union, il était déjà en nous au moment des régionales, et puis ça contribue à un groupe qui est assez fort, hein, le premier groupe d'opposition à la droite régionale réactionnaire et indolente, puisque voilà, sur le climat, ça y va aussi des petits pas. Pour vous dire qui je suis, donc j'ai 35 ans, je suis habitant de Nantes, je suis architecte de formation, j'ai travaillé à Paris, à Rotterdam et à Berlin. Et l'histoire que je m'apprête à vous raconter, c'est une histoire qui aurait pu vous arriver à chacune et chacun d'entre vous, puisqu'il y a la nécessité d'avoir un numéro de téléphone. Un samedi matin, je reçois un coup de fil, me dit « Félicitations, vous avez été tiré au sort à la Convention citoyenne pour le climat ». C'est samedi matin, on fait d'autres choses en règle générale que de répondre au téléphone. Et j'ai dit, écoutez, en fait, là, je suis occupé, je ne savais pas ce que c'était. Et les démarchages téléphoniques, c'est une vraie plaie, en vrai. Donc j'ai dit, je suis occupé, rappelez-moi plus tard, et j'ai raccroché. Et entre-temps, j'ai ma mère au téléphone qui me dit, je lui raconte l'histoire, et elle me dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Je dis, écoute, je vais laisser tomber, je ne sais pas ce que c'est, ce truc. Mais j'en ai entendu parler sur France Inter, le gouvernement cherche des citoyennes et des citoyens pour faire des mesures pour le climat. Je dis bon, tant pis, j'ai laissé passer ça, je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, ils m'ont rappelé vraiment 1 heure plus tard, et ayant pris conscience qu'il y aurait possibilité en tant que citoyen de parler directement au président, j'ai dit oui tout de suite. Et heureusement que maman était là, nos mamans sont meilleures. Et du coup, ça c'était en août 2019, et en octobre, 149 autres citoyennes et citoyens venus de toute la France ont aussi reçu ce coup de fil. 300 000 numéros, pour tout vous dire, ont été générés par un ordinateur, et ils ont appelé un par un, jusqu'à obtenir le panel des 150 qui est représentatif sur des questions d'âge, de sexe, de la taille de la ville dans laquelle on habite, la région et le niveau d'études. Et du coup, en posant ces questions, j'étais le représentant nantais, architecte, 35 ans, et d'autres. Et on est arrivé à Paris, au CESE, Conseil économique, social et environnemental, qui nous a accueillis pendant 9 mois, un week-end de 3 jours par mois, chaque fois. Et la première session, ça restera une étape importante, même dans ma vie personnelle. On a pris une claque, on nous a appris que notre empreinte carbone, à l'heure actuelle, est de 11 tonnes par personne et par an, et que dans 30 ans, en 2050, cette empreinte carbone devra passer à 2 tonnes, donc divisé par 6. Quand vous prenez ça dans la tête, quand vous dites, en fait, là, la façon dont je vis, donc je fais du vélo, j'essaie de prendre moins de l'avion, etc. En fait, il va falloir changer tout ça en 30 ans. C'est à la fois loin, mais c'est aussi demain. Et les mesures qu'on devait produire devaient nous mettre sur cette piste-là, c'est-à-dire de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre, et dans un esprit de justice sociale, parce que la justice sociale est extrêmement importante, puisque la Convention citoyenne a eu lieu comme une réponse à la crise des Gilets jaunes du fait de la taxe carbone, comme peut-être certains et certaines d'entre vous en ont fait partie. C'était de pouvoir associer les citoyens et les citoyennes à la fabrique de la politique. Tu faisais déjà du vélo à ce moment-là? Et je faisais déjà du vélo à ce moment-là. Je rentrais de 5 ans d'avoir passé à Berlin, et donc j'avais une petite avance sur ce qu'il y avait à faire, mais néanmoins, même avec une formation, je n'arrivais pas à voir cette entité invisible carbone, et chaque action qu'on fait, qu'on prend l'avion, quand on prend la voiture, quand on mange de la viande, quand on fait une sortie, etc., a un poids carbone. Et la première chose que j'ai voulu faire en rentrant, c'est savoir quelle était mon empreinte carbone, qui était de 8 à la Convention. Et sur ces 8, 3 étaient 2 allers-retours en avion.
Et à ce moment-là, j'ai décidé aussi de changer de façon sur les petits gestes individuels. Mais aussi, la même session nous a appris que ces petits gestes individuels, on aurait beau toutes et tous là, et même toute la France se transformer en super-héros de l'écologie, plus que éteindre les lumières quand on sort de la pièce, on serait à réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout porter sur les citoyennes et les citoyens. Ça, c'est quelque chose qui émane du programme. Et il y a 75% qui restent dans les investissements, dans la façon dont l'État est géré. Et c'est quelque chose sur lequel la loi doit pouvoir appuyer, et les mesures ont voulu appuyer. Et j'ai été tiré au sort dans le groupe Se Loger. Alors quand on est tiré au sort nationalement, c'est le loto, et quand on est architecte, qu'on est tiré au sort dans le groupe qui traite de la question du logement, c'est super loto. Et on a travaillé des mesures, je peux vous en prendre deux, qui vont rejoindre ce que tu disais tout à l'heure. D'une, la rénovation thermique des logements à faire sur toute la France en 20 ans. Donc plus de 500 000 logements à rénover, et de s'y mettre tout de suite. Et la deuxième, c'était la lutte contre l'artificialisation des sols. Et on a réussi à faire passer dans la loi le fait de diviser par deux le rythme d'artificialisation d'une période sur la période suivante. Et on le retrouve à la région, en tant que conseiller régional, puisque c'est à l'échelle du SRADET, de citoyens. Je l'ai passé dans le rapport, puis après je l'ai retrouvé en tant que conseiller régional. Et il y a eu d'autres mesures auxquelles je crois beaucoup. La régulation de la publicité, le fait que vous n'ayez pas à avoir des doubles discours, c'est-à-dire que vous ayez sur tous les murs, vous pouvez partir à 20 € vous pouvez partir à Barcelone pour 20 €. Et puis aussi la planète brûle, les banquises fondent, etc. Le double discours comme ça, c'était l'intérêt de terminer. La fermeture de lignes aériennes, quand des alternatives bas carbone étaient possibles. En fait, concrètement, prendre l'avion pour faire 2h30, alors qu'on peut faire 2h30 de train, on peut s'en accommoder. On a décidé de faire ça. On a aussi, dans l'alimentation, l'introduction du chèque bien manger, le fait de permettre aux foyers les plus modestes d'accéder à la nourriture bio, enfin à l'alimentation bio. Donc le fait de transmettre ça mensuellement pour permettre de bien manger, et d'autres mesures sur les outils de production et tout. Et on a remis notre rapport, donc 9 mois plus tard, en juin 2020. Ce rapport, je l'ai emmené, il est là. Je montre, ça fait toujours son petit effet, puisque c'est ce que le génie citoyen est capable de faire en France, c'est-à-dire 150 citoyens qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas forcément une formation, mais qui en ont reçu une sur le climat, et sont capables de produire 149 mesures. Là, il y a 500 pages, donc ceux qui ont des ramettes de papier entre les mains de temps en temps, c'est la même chose. C'était prêt à l'emploi. Il n'y avait pas besoin de toucher. Un comité logistique nous a transcrit les mesures qui étaient applicables dans la loi. La mission du gouvernement au départ, c'était de transmettre sans filtre à l'Assemblée. Et je crois que c'est de notoriété publique que ce n'est pas arrivé à l'Assemblée sans filtre. Il y a eu 3 jokers. Et ce qui est assez cynique, c'est qu'ils vont apparemment déjokeriser celle-là. C'était par exemple rouler à 110 km/h sur l'autoroute. Alors de but en blanc de se dire on roule à 110 km/h, ça nous enlève la liberté, etc. Mais en fait, en comprenant pourquoi, le fait de perdre un tout petit peu sur son temps de trajet, on économise des tonnes de CO2. Et cette question-là de la formation, elle est venue très tôt dans l'expérience de la Convention, en se disant mais en fait on est à huis clos, on nous prend en charge, on n'a que ça à penser, et du coup maintenant on est conscient de ça. Il y a des mesures sur la rénovation thermique, bien que ça coûte 40 000 € de rénover thermiquement son logement en moyenne. 90% des membres de la Convention citoyenne, que l'on soit aisé ou pas aisé, seraient prêts à le faire, en sachant pourquoi. Sans savoir pourquoi, on n'arrivera pas non plus à bouger. Et c'est en ça où le gouvernement se cache derrière son petit doigt, et vous, jusqu'à même encore hier, vous débite il faut faire des petits gestes, il faut y arriver, c'est comme ça qu'on fait rentrer l'écologie dans nos vies. En fait, ça serait beaucoup plus rapide si, concrètement, on se retrouverait tous comme ça, pendant 2 jours, à comprendre le climat, à rencontrer des experts, à juste comprendre les causes. Parce que j'en doute pas que vous savez, et comme moi je le sais, que ça brûle et que ça fond.
Mais si je vous posais la question, mais ce carbone, comment il agit, etc., peu d'entre vous le diraient. Et en fait, je pense qu'on a besoin de partager ce savoir. Et on a besoin, moi ça me fait plaisir de le transmettre aussi. Et, mais c'est pas assez, je pense qu'on a besoin d'informations. Et j'ai posé la question à Macron, c'est la question que j'ai posée au milieu de la convention et j'avais une réponse sur ça. Pour la formation? Pour la formation, oui. Le fait que comment 67 millions de Français vont être au courant de ça, parce qu'après, une fois qu'on sortait le truc, c'est pour ça qu'ils nous ont enlevé les 110 km/h, parce qu'en fait, il y aurait un différentiel de savoir entre 150 citoyens qui ont compris les causes et tout le monde qui ont à l'esprit, pour certains, la fin du mois, et mettre 40 000 € dans la rénovation de son logement, même si on est accompagné, c'est impossible. Voilà. Et ils ont passé combien de mesures pour la convention? Ils ont passé combien de mesures? Je peux te parler en équivalent du mandat de départ. En fait, donc c'est arrivé à l'Assemblée, fortement affaibli. Je prends quelques exemples. Par exemple, on avait instauré un malus sur l'achat de véhicules lourds, parce qu'on estime que c'est pas parce que, voilà, quand vous avez les moyens d'acheter une grosse bagnole bien lourde pour juste transporter 80 kg en moyenne ou moins, 70 peut-être, de personnes, on avait placé un malus. À partir du moment où vous achetez un véhicule qui faisait plus de 1400 kg, vous payez 25% de taxes sur ce véhicule. Ça représente 33% des véhicules qui sont vendus actuellement en France. Et le gouvernement a pris cette mesure à remonter le curseur à 1800 kg, et ça ne concernait plus que 3% du marché. Et cyniquement, en fait, toutes les mesures, elles y sont dans la loi. Mais en fait, ils ont fait ça pour beaucoup de choses. Sur la fermeture des lignes aériennes, on avait demandé la fermeture, si un équivalent était de 2h30, ils l'ont poussé à 4h. Et donc, du coup, au lieu de fermer 12 lignes, on a fermé 3. Donc, voilà, tout ça, cyniquement, ont été rabaissés, puisque les intérêts économiques derrière poussaient. Il n'y a pas eu la régulation de la pub, parce que, vous pensez bien, la liberté d'entreprendre en France, elle est importante, et on peut... Voilà. Bon, bref. Et donc, tellement affaibli que l'objet de départ, c'était 40%. En fait, les experts ont regardé les mesures de la loi climat, tout ce qui a été mis à côté, ça a réduit de 12,5%. Tout ça pour ça. Tout ça pour ne pas faire semblant sur le climat, et puis faire semblant avec les citoyennes et les citoyens, au final. Mais qu'est-ce que ça a changé, du coup après, la claque donc, climatique, elle m'a donné envie de contribuer à mon échelle à réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Moi, je pense qu'au carbone tout le temps, plus qu'à ça. Et je fais ce que je peux, et je pense que on doit faire chacune et chacun selon ce qu'on peut faire et son aire d'influence. Et l'aire d'influence, j'ai voulu l'agrandir en rejoignant une liste régionale. C'était juste après la Convention citoyenne. J'étais accueilli par les écologistes comme société civile. J'en reconnais quelques-uns dans la salle et je les salue. Et on a fait l'union et on a voulu porter les mesures de la Convention citoyenne à l'échelle régionale. Bon, spoiler, on n'a pas gagné. Donc on les pousse, mais c'est poussif. C'est surtout pas très... voilà quoi. C'est pas très écouté quoi. Et ça c'est clair que... c'est assez marrant avec la droite régionale, c'est quand on leur parle de climat, ils vous parlent des cours d'eau, pardon. Bon bref. Et donc ça a été donc, la claque climatique qui donne envie, et puis après la claque politique, en fait, concrètement, d'assister au manque de courage politique de Macron, au manque de courage politique de Pompili, qui vous dit mais on ne fera pas la rénovation thermique des logements comme vous le demandez, parce que si on fait ça, en fait, on fait les gilets jaunes du logement, mais ça, on n'en veut pas. Et en fait, le manque de courage comme ça, c'est assez insupportable à vivre. Et donc, le fait est aussi de se dire en fait, qu'il y a énormément d'institutions où il y a énormément de sièges qui sont trustés par des personnes qui ne font rien pour le climat. Et c'est pour ça qu'il faut envoyer des députés comme Sabine, parce que Sabine, je la connais bien, elle ne lâchera pas. Parce que Sabine, c'est évident qu'elle est de cette trempe-là de députés qui vont avoir du courage, qui vont poser avec méthode la planification écologique, la bifurcation, vous appelez ça, et qui vont aussi
prendre en compte la voix des territoires, en fait. Je pense que cette campagne que tu es en train de mener, que la campagne qui est en train d'être menée par la NUP, elle est intéressante parce que déjà, maintenant, il n'y a plus qu'un bulletin de vote à mettre dans l'urne pour toute la gauche et les écologistes. Et voilà, enfin, il n'y a plus qu'à. Et en face, on a toute la tripotée de Macron qui n'a rien fait pendant 5 ans. Enfin, et qui ne fera rien pendant les 5 ans prochains. Et Hein. qui Je peux vous le dire, il n'y a pas de souci. Le gouvernement qui a été nommé là, c'est un scandale, c'est n'importe quoi. En fait, la ministre en charge de la transition énergétique disait encore ce matin qu'il fallait commencer par vider les boîtes mail, quoi. Enfin, Pompili l'avait dit au mandat précédent. Enfin, en plus, ils sont assez mauvais pour à la limite, ils auraient pris une sommité. Non, ils ont pris. Enfin voilà. Donc c'est pour ça, en plus, la boulevard est ouverte. Je veux dire, le bloc populaire, donc cette force qui nous a rassemblés, qui n'a pas pu nous rassembler au présidentiel, mais maintenant qui est là, on va gagner. On va gagner. D'ailleurs, la ministre de l'écologie, elle a quand même voté contre l'interdiction des glyphosates. Ah oui, ça, et elle en est. ça, c'est beau. Je ne dirais pas qu'elle en est fière, mais enfin, elle le revendique, quoi. Ministre de l'écologie. Les Allemands qui voilà. C'est assez fou, quoi. Je trouve que ce gouvernement, enfin, je parle des 5 dernières années, mais je ne suis pas sûre que le nouveau change en termes de tonalité. Il y a toujours le fait de croire que les Français ne sont pas capables de comprendre. Donc, c'est pas la peine de leur expliquer. Style, on est des benets, et puis en fait, il y a juste à obéir, et puis c'est tout. Moi, je suis fondamentalement persuadée que quand on explique les choses aux gens, en face, on a des gens intelligents qui vont comprendre. Il suffit simplement d'expliquer. Et je pense que la Convention citoyenne pour le climat en est l'exemple même. C'est-à-dire que c'est pas dû à un niveau d'études, c'est pas dû à un âge ou à une classe sociale, c'est dû au fait qu'à un moment donné, on a pris le temps de leur expliquer les choses correctement. Les hommes politiques et les femmes politiques, actuellement, en fait, quand les gens ne pensent pas comme eux, leur réponse est ils n'ont pas compris. C'est plus simple. On n'a pas fait assez de pédagogie. Ouais. Mais jamais, à un moment donné, ils disent que si les gens ils ont bien compris que c'est peut-être eux qui sont dans le faux. Jamais il y a cette remise en question. Si, je vais te dire qu'un jour, ils l'ont vu. En décembre, donc on avait rendu en juin, en décembre, il y a eu une concertation où il y avait Macron, les membres influents du gouvernement, sauf le ministère de l'économie, bizarrement, parce que bon, ça ne les intéresse pas, les histoires d'écologie, et les 150 citoyens. Mais ça restera le moment que je retiendrai, et le moment, si vous avez le temps de le voir, bon, ça dure 4 heures, le débat, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir la prof de lycée, l'inspecteur des impôts, l'architecte, l'étudiant vous défendent de la même façon la rénovation thermique des logements, le fait de mieux manger, le fait de moins voyager en avion, etc. devant des membres du gouvernement, littéralement en sueur. Vraiment. Ils n'étaient pas préparés à ce niveau d'expertise. En 9 mois, on était capable de parler de tous les sujets d'écologie. Et donc, de faire semblant... Ils n'étaient pas préparés à ce que vous soyez intelligent. Et c'est pour ça qu'ils mettent tout, sous le tapis vis-à-vis de cette convention citoyenne. Hein. J'ai vu le président fait sur sa chaîne YouTube une rétrospective de son truc. On a une zone blanche sur la Convention citoyenne, enfin, une zone noire, il n'y a plus rien. Disparu. Forcément, les citoyens avaient tout compris. Comme il l'avait fait pour le grand débat. Comme il l'a fait pour le grand débat. Sur la démocratie en France. Et ils continueront à faire semblant. Ouais. Ils font semblant tout le temps. J'ai fait des débats avec Valérie Ruppelt sur la deuxième. Enfin, ils sont d'une autosatisfaction. Pour eux, ils ont fait les mesures de la Convention citoyenne. Mais je peux vous dire que les membres de la Convention citoyenne, ils les ont notés. On les a notés 3,3 sur 10 sur l'action qu'ils avaient fait. Donc je vais dire, non, ils n'ont pas fait les mesures de la Convention citoyenne. C'est pour ça que je suis là ce soir. Voilà. Des questions. Des questions. S'il y a des questions en public, allez-y, c'est le moment. Je lâche le micro, puis je prends l'autre. Apparemment. Moi, je voulais vous poser une question sur la formation que vous avez reçue. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus dans le détail et qui vous a formé et qui a décidé de qui vous formerez?
Alors, sur les premières sessions, les experts nous ont été fournis d'office. Mais je peux vous garantir que j'étais assez vigilant à le fait qu'il y ait bien du débat contradictoire. Et on a eu par exemple une table ronde qui était extrêmement intéressante entre la présidente du réseau Action Climat, qui produit à chaque échéance des évaluations, par exemple des candidats, ou même des évaluations d'entités sur leurs actions sur le climat, et le PDG d'Aéroports de Paris. Et donc vous avez quelqu'un qui est extrêmement pointu sur les questions greenwashing, on ne vous la fait pas, et de l'autre côté, quelqu'un qui vous dit oui, on y arrivera, l'avion qui vole à l'énergie magique, à l'hydrogène, et on plante des forêts autour des aéroports pour compenser, etc. etc. Et donc on avait des experts au départ. Puis il y avait aussi paléoclimatologues, des personnes extrêmement compétentes, et je vous avoue que la première session, même les sessions qui ont suivi après, vous avez appris des choses tellement intéressantes que moi je me suis plongé dans les bouquins tout de suite après, ou dans les recherches, etc. pour approfondir et venir la fois suivante en étant encore plus... Et après, au fur et à mesure, donc on a commencé à rédiger ça, parce qu'il a fallu le faire, mais on avait demandé des experts, on avait demandé tel, et très très souvent on a réussi à avoir les personnes qu'on demandait. Donc voilà. Et d'autres personnes aussi qui nous ont été mis dans les pattes. Je me souviens aussi qu'il y avait quelqu'un qui était revenu, ça a été venu 2 fois, il y avait 2 experts de moments différents, et en fait, sur la question de la taxe carbone, on a dit non, mais en fait, on est là pour quoi là? Vous voulez vraiment nous faire passer la taxe carbone? Mais en fait, c'est pas du tout. Du coup, elle n'est pas du tout dedans. Mais, voilà, j'étais très vigilant. Là, s'il y a eu manipulation derrière le rideau, c'est quand on a remis le rapport, c'était derrière. Quand on a remis ça et qu'on a revu nos mesures en texte de loi, c'était abominable. N'hésitez pas. Mais C'est le moment. ce sont des coutumiers du fait de transformer les textes parce que... C'était en partie ma question. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous avez déposé les propositions? Et je voulais aussi savoir, du coup, qu'est-ce qui est devenu finalement ce collectif de 150 citoyens? Comment vous avez réagi justement à la lecture de ces propositions? Est-ce qu'il y a eu une mobilisation? Et qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui? Bon, c'est pour toi. Alors on s'est très vite, même quelques sessions avant de rendre, constitué une association qui s'appelait les 150. Je dis qui s'appelait puisque maintenant elle a plutôt perdu son objet. Il y avait eu à peu près 120 personnes qui ont adhéré. Pour vous dire aussi que il y a des personnes, à partir du moment où ils ont rendu le rapport, ils avaient fait leur devoir civique, il y avait ça. Mais pour des personnes avec qui on ne l'a fait pas, comme moi et d'autres, on a quand même voulu être sûr que nos mesures passent. Donc on a été dans ce collectif de défense, après avoir remis le rapport. On a été associé par... c'est en ça où je vous ai raconté l'anecdote de Pompili qui disait on crée les gilets jaunes du logement. On a fait des concertations, groupe de thématiques par groupe de thématiques, avec les différents ministres. Bon, j'avoue que c'est quand même assez, pour le coup, assez incroyable de voir dans le même Zoom la ministre, le ministre, plus les citoyens. Il n'y avait que ça. Et des trucs qui n'arrivent jamais en fait. Mais disons, voilà, ils avaient en face des gens, nous qui étions devenus experts, et eux qui débitaient leurs trucs en disant par exemple sur l'interdiction des pubs sur les énergies fossiles. On avait eu Roselyne Bachelot, qui nous avait expliqué ça. Elle dit bon, on n'a pas réussi à faire ça, on a juste réussi sur le gaz. Adieu bourse but à gaz, et puis elle a passé à la mesure suivante avec un cynisme parfait. Et donc voilà, et puis après, on a suivi les débats à l'Assemblée. Moi, je pense qu'il y a très peu de citoyennes et citoyens qui regardent vraiment Public Sénat ou LCP. Mais là, pour le coup, on était vraiment pour voir, et puis moi j'ai assisté à ça. De toute façon, en fait, les députés ont accepté le texte en l'état, ils n'ont absolument pas remonté les trucs. Et une fois ça passé, le collectif avait plus trop de raison d'être, et c'est plus ou moins délité. Il y a une association qui reste, moi j'y suis plus personnellement. Je crois qu'il reste une 8aine de personnes dedans. Mais bon, voilà, c'est aussi, ça démobilise en fait, quand on fait n'importe quoi. En complément, est-ce qu'il y a d'autres personnes que toi, des 150, qui sont lancées en politique? Alors, on était une 12aine sur des listes régionales.
pour à peu près tous les partis sauf les Républicains et le FN. Le RN, pardon. Et là, pour les législatives, on était 3 en lice. J'avais envie d'y aller aussi. Et celle qui reste, c'est une candidate téléfille, Yolande Douin de Douarnenez, que je vais faire aller voir aussi. Ouais, en Pour Bretagne. la pousser, à Douarnenez en Bretagne, ouais. Et voilà, il faut les lire, parce qu'elle, elle a suivi tout depuis le début. Et elle est sur le circo gagnable. Et je pense qu'elle va gagner, elle a tellement de La balles. Gagnac. Oui, je voulais intervenir tout à l'heure en disant que comment selon les coutumiers du fait, à changer leur texte, parce que je fais référence à François Ruffin, qui a, pour Debout les femmes, qui a j'ai vu ça récemment sur les infos, qu'il a voté contre son texte, et il se faisait moquer de lui, parce que vous votez contre votre texte, et puis il s'est mis en colère, justement, de la façon que son texte avait été modifié. Complètement. C'est ce que je voulais dire. Ouais, on s'est retrouvés dans cet extrait-là. Oui, tout à fait. Ouais. On voit bien parce qu'en fait, il vide complètement la substance du texte. Donc, lui ne peut pas voter pour un texte sans substance. Et c'est vrai qu'on voit bien dans le film qu'il est moqué par rapport à ça. Il est complètement... D'ailleurs, il a battu. Alors, si jamais vous n'avez pas vu, même si vous l'avez vu, que vous voulez une petite piqûre de rappel, on le repasse à Carquefou, le 30. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus. Et on aura avec nous Juliette Coinet, qui est une des personnes qui a participé au film. Vous verrez sa bouille sur le film. Et puis elle fait aussi partie de la force invisible des assistantes à domicile. Et donc elle vous en parlera un petit peu. Et pour vous parler encore un petit peu plus d'elle, c'est quelqu'un qui fait des conférences gesticulées, qui s'appelle Prête-moi ta blouse. Si vous n'avez pas été la voir, franchement, honnêtement, je vous le conseille parce que c'est super sympa. C'est sur son expérience d'aide à domicile. Et elle fait aussi un blog qui s'appelle Prête-moi sa blouse, où elle écrit assez régulièrement par rapport aux expériences qu'elle a pu avoir avec les bénéficiaires chez qui elle va. Et c'est joyeux et c'est poétique ce qu'elle écrit. Voilà. Donc c'est plein d'humanité. Et ça fait vraiment du bien. Voilà. C'est quoi une conférence gesticulée? Alors une conférence gesticulée, ce serait un petit peu comme une conférence, sauf que c'est à mi-chemin entre le théâtre et la conférence. C'est bien. Donc à la fois elle joue un peu son rôle et à la fois elle parle de son métier et elle interroge aussi un petit peu le public de temps en temps. Enfin, bon, voilà. Donc c'est super interactif, c'est très agréable à regarder. Voilà, si ça vous dit. Oui, bonsoir. Moi j'aurais une question pour savoir quelle a été l'approche de la Convention citoyenne, l'approche de la réflexion au travail et la production sur le nucléaire. Aucune. L'énergie avait été complètement tabou de toute la convention. Alors j'avoue que c'est un problème. Posteriori, en tant que éveillé à ça. En soi, je pense que le débat mériterait sa propre convention. Parce que c'est... moi j'aurais un avis, il y aurait des avis qui seraient très divergents, il y en aurait qui pour et contre. Et de trancher cette question en débattant et en faisant un référendum, à mon sens, me semble intéressant pour une bonne fois pour toutes. Mais c'est vrai que l'énergie est complètement absente. Après, il y avait la question de... En fait, plutôt la sobriété, là-dedans, elle était... Mais sur le nucléaire, il y avait rien. Quelqu'un veut poser une question? C'est vrai que sur la question du référendum, ce qui est intéressant à des référendums, c'est qu'il y a le débat avant et que donc il y a effectivement l'exposé des tenants, des aboutissants des uns et des autres et ça permet d'avoir un avis éclairé. On en revient à la formation, ne pas prendre les Français pour des idiots, qui peuvent comprendre ce qui se passe, etc. et se faire un avis par eux-mêmes, quoi. Comme d'hab. Du coup, moi, je ne les connais pas, les mesures que vous avez proposées. Est-ce que tu pourrais nous en donner une où c'est pas évident que ça va faire avancer la cause sur le climat? Je crois que tu parlais sur la vitesse sur l'autoroute.
Est-ce que tu pourrais nous en donner une et nous expliquer en quoi elle est hyper importante pour baisser l'empreinte carbone, alors que c'est pas forcément évident à première vue, qui nécessiterait formation, enfin, s'intéresser sur le sujet. Petit moment de réflexion. Non, mais si, il y en avait un, il y en a une qui n'est pas passée. C'est la réduction du temps de travail à 28 heures. Mais elle n'est pas passée, elle a eu des débats assez virulents. Moi, personnellement, j'ai des cours en comprenant notre climat là-dessus, puisque le fait de se déplacer moins, aussi d'avoir moins l'envie d'acheter, ou enfin, il y a une question de en fait, l'outil de production, la façon dont la société tourne, elle vous pousse à la consommation, à la consommation, à la consommation. Vous faites tout, vous gagnez un salaire pour consommer, etc. Et cette réduction du temps de travail, le fait aussi de se dire, voilà, on travaille moins, on a moins de prétention, et puis on partage aussi, parce que la réduction du temps de travail permet aussi de partager le travail, c'est-à-dire que voilà, le temps que vous ne faites pas, il est nécessaire à être fait, si la tâche doit être menée à bien, et dans ce cas-là, donne du travail à d'autres. Mais néanmoins aussi, vous permet de vous dire, en fait, ce que j'ai, c'est déjà suffisant. Je prends l'exemple de Pizzaiolo à côté de chez moi, qui fait des super pizzas, et qui ouvre que les midis. Je lui dis, mais pourquoi tu n'ouvres pas le soir et tout, parce que le soir, on a plus le temps et tout. Il me dit, non, mais en fait, moi, clairement, ce qu'on fait le midi, ça me va très bien comme chiffre. Le soir, en fait, j'ai envie de profiter de mes enfants. Et cet état d'esprit-là, j'espère vraiment qu'il se diffuserait à travers toute la société en se disant la course à avoir des biens chez soi, avoir le plus de trucs, c'est plus une fin en soi et c'est contre-productif. Ça scie clairement la branche sur laquelle on est assis. Et de se dire ouais, ce que j'ai, d'être frugal, c'est-à-dire ce que j'ai me suffit très bien. Donc ça, c'est voilà, la réduction du temps de travail avait son poids, parce que rien qu'à voir le fait que, par exemple, vous faites du télétravail, passez moins de temps dans les transports, en plus, comme pour le mental, c'est super. Et vous profitez un peu plus du temps que vous n'avez pas dans les transports, vous profitez avec vos enfants, votre famille, etc. C'est ça qu'il faudrait retrouver. Et aussi, les mesures en matière de lutte contre le réchauffement climatique, elles sont aussi là pour être le bien-être des gens, en fait. Il y a un bouquin qui s'appelle, je ne sais plus le nom de l'auteur, c'est Adrien, je crois, je sais plus, qui s'appelle Le nouveau droit à la paresse. Et en fait, dedans, justement, il passe à la semaine, à 2 heures de travail par jour. 2 heures de travail par jour, même pas à 28 ans. Et en fait, il développe alors, c'est l'histoire d'un candidat présidentiel. Et donc son axe de campagne, c'est d'avoir le droit de ne pas travailler beaucoup, quoi. Et il développe notamment tout le volet écolo du fait de travailler beaucoup moins, et notamment sur le fait de faire soi-même sa cuisine, de pouvoir jardiner, de pouvoir prendre du temps pour soi, de limiter les déplacements. Enfin bon, il y a plein de volets qu'il travaille dans le bouquin par rapport à ça. C'est aussi intéressant. Alors, moi, je voudrais poser une autre question. Est-ce que vous avez mis en questionnement l'histoire de la croissance, qui est une obsession? Quand il y a de la croissance, y compris des nombres d'accidents, c'est un progrès. L'histoire de la croissance, l'histoire de la compétitivité ou de la compétition au lieu de la solidarité. Est-ce que vous avez également questionné les solidarités, je dirais, entre les gens, ou le rôle des services publics, ou le privé qui prend de l'importance par rapport aux services publics? Est-ce que ça, par exemple, on le voit dans l'école, ou dans la santé, est-ce que ça a été questionné dans votre travail? Alors, la croissance en France et dans beaucoup de pays du monde est érigée comme presque une religion. Enfin, nous, on se tape ça à la région. Je peux vous dire que... On est taxé de dangereux décroissants, mais à vrai dire, bon, c'est tout le cheminement qu'il y a eu après qui, moi, m'a poussé sur cette compréhension de la décroissance, de l'intégration, et même assumée. Mais à la Convention citoyenne, c'était pas vraiment le cas. Enfin, on reste sur des gens représentatifs, toutes les catégories socio-professionnelles, tous les âges, tous les coins de la France.
Et le cheminement personnel, il est à partir du moment où vous avez un déclic, qui peut se passer des mois, des années avant que vous arriviez à vous dire que la direction dans laquelle je suis en train de prendre avec ma vie ne va pas dans la direction que mes idéaux retiennent. Et donc ça n'a pas été questionné, puisque en fait, il y a des mesures, c'est aussi permettre aux gens d'acheter des voitures électriques, au lieu de remettre en cause le fait de rester peut-être, d'aller moins loin, etc. Pour ce qui est de la solidarité, il y a eu tout un volet sur le financement qui a été fait à la Convention citoyenne, qui a été remis aussi, dont notamment la réinstauration de l'ISF, et dans une version un peu brouillonne que ce qu'on connaît sur l'ISF climatique qui est au sein de l'ANU. Mais voilà, est-ce que tout à l'heure j'expliquais, est-ce que les gestes individuels, ça doit reposer que sur les gens? Est-ce qu'on doit demander à quelqu'un qui n'arrive déjà pas à finir son mois de payer 40 000 € de rénovation thermique de son logement sans l'aider? En fait, concrètement, non. Et donc le fait d'avoir la solidarité, elle était extrêmement importante dans cette convention citoyenne. Et le financement, il y avait aussi des taxations sur les transactions financières et tout ça, tout ce qui est en avant-garde et tout ce que l'exécutif macroniste refuse d'entendre, soi-disant par ruissellement qui n'a pas du tout marché, mais pour faire plaisir aux copains. Concrètement, le malus sur l'automobile, en fait, vous payez 25% le prix du véhicule en taxes, parce que vous avez choisi d'acheter un véhicule lourd qui vous fait passer pour le roi de la route, ou la reine de la route, c'est votre problème. Si vous avez envie de foutre la planète en l'air, vous contribuez justement à atténuer ça. Donc socialement, voilà. C'était quelque chose. La prise en charge, l'aide à la prise en charge sur la rénovation thermique, on avait mis ça en place. Ça fait partie de notre programme de la région, ça, si je me souviens bien. Je me souviens bien, mais voilà, ça n'avait pas. Avance sur le prix des travaux. Et puis remboursement petit à petit, mais comme quand on rénove son logement, on paye moins de chauffage, du coup c'est plus facile de... C'est 700 € d'économie par an si vous avez un bâtiment, si vous avez un logement énergétiquement. Voilà. Après, vos factures de chauffage, elles sont dérisoires. D'ailleurs, vous ne comprenez pas pourquoi vous payez si peu. Et ce qui est très souvent, quand les gens rénovent leur bâtiment, ils chauffent un peu plus parce que la facture d'énergie est vraiment très très basse. Et ça, c'est un vrai enjeu en plus. En plus, c'est ce qui est terrible. C'est un enjeu social aussi. C'est pas qu'un enjeu écologique, c'est un enjeu social. C'est-à-dire de ne pas avoir froid chez soi, quoi. Quand vous rentrez l'hiver, de ne pas pousser à fond le chauffage et arriver difficilement vers 17-18. C'est quand même, c'est quand même un énorme pas du point de vue du confort de vie aussi. C'est-à-dire on rentre chez soi, il fait chaud sans avoir à payer des milliers et des cents. Et que le chauffage y arrive. Enfin, je trouve que c'est quand même extraordinairement intéressant, quoi. Et puis il y a pendant la Convention citoyenne, pour creuser un peu ce sujet de la rénovation thermique, j'ai tombé sur une série d'articles faits par France Info qui s'appelle Les mal chauffés. C'est terrible. Il y a des familles de 5 personnes qui dorment dans le même lit, dans la même chambre, pour se tenir chaud la nuit. En France, ça existe encore. En France, ça existe encore, ça. Et dans un bourg, dans le Massif central, cette dame qui vit la vie toute la journée, les volets fermés, qui n'a pas la lumière du jour chez soi pour économiser l'énergie, en fait. Ça existe encore. Et sous Macron, ça existe encore. Et avec l'augmentation du prix de l'énergie, il ne faut pas se leurrer, en fait. Le nombre de personnes qui vont être dans cette situation-là vont augmenter. Et si on ne rénove pas tout de suite, parce qu'on sait faire ça, en vrai, on sait faire. Et plus on utilise la filière, plus elle est rentable, et moins c'est cher, en fait. Mais à un moment, il faut commencer. On commencera avec la Lune. Moi, j'avais une question. Tant pis, j'en pose une moi aussi, il n'y a pas de raison. Dans les mesures du programme partagé, est-ce que tu retrouves les mesures de la Convention citoyenne ou pas? Tout à l'heure, ça m'a fait rire. Tu as dit 140 mesures pour l'écologie, on a fait 149. Voilà. Et encore, c'était que pour le climat. Non, il y avait aussi un peu d'écologie. Oui, bien sûr. Quand tout à l'heure, tu nous as parlé de lutte contre l'artificialisation des sols, il me semble que c'est ça. Après, il y a des mesures qui vont quand même plus loin. Les premiers mètres cubes d'eau gratuite pour les ménages. Il y a
il y a énormément de choses qui sont faites à la fois pour l'écologie, pour le climat et pour le social. Et donc, moi j'ai soutenu, je ne le cache pas, hein, j'avais soutenu les écologistes pendant toutes les présidentielles jusqu'à la fin. Et maintenant, c'est l'union de tout ça, de toutes ces forces. Tout à l'heure, tu parlais des fils. Le fil, il se renforce, c'est une corde solide. Et voilà, il faut l'envoyer. Et donc, il y a 600 mesures. 650. Voilà, c'est énorme. Mais il y a tellement à faire. Et déjà, même ce qui nous rassemble, il y a 650 mesures, il y en a 30 sur lesquelles il y a discussion. Ouais, mais alors il faut déjà faire le reste, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a on 620. aura fini les 620. Voilà, il faut en faire déjà 620, après on se verra pour les trucs qui restent. Juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur les mesures, et ce que tu disais, Jean-Claude, justement sur la croissance, la compétitivité, c'est justement le point 3 du programme. C'est pour vous faire le petit point, allez lire le programme de temps en temps, parce que ça va. Et du coup, c'est organiser la planification à partir de nouveaux indicateurs de progrès humain, pour mettre l'économie au service des besoins et des critères de bien vivre sur la santé et l'éducation, et ensuite évaluer l'impact de chaque loi avec ces indicateurs. Notamment l'indice de bonheur. Et moi, c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est la première chose que les révolutionnaires ils ont fait, notamment en arrivant au pouvoir en 1789, c'est de créer des nouvelles normes scientifiques et des nouvelles mesures pour justement sortir de l'irrationalité de la féodalité, et on peut dire aujourd'hui de l'irrationalité du capitalisme. J'avais une question à propos de l'économie. C'est que le principe est obsolète maintenant, justement, parce que vous avez évoqué d'autres systèmes économiques comme les coopératives, les sociétés d'intérêt collectif, où c'est un homme, une voix, où il n'y a pas forcément de dividendes, et encore moins de CAC 40, parce que vous avez évoqué ces possibilités d'une nouvelle économie, justement. Ça me revient pas en tête. Qu'il est. Enfin, ça vibre. Non, mais j'aurais besoin d'un peu plus de temps là-dessus, mais c'est sur l'économie. Il y avait. Je regarde juste. Est-ce que vous l'évoquez dans votre programme? Ça va faire le lien. Tout à fait. Alors, dans le programme NUP, il y a effectivement le fait d'accompagner et de favoriser le fait que les sociétés coopératives, c'est ça, le fait que les salariés puissent prendre en main leur société. Donc, améliorer, accompagner et favoriser tout ce qui est coopératif, société, les scopes, les choses comme ça. Ça fait partie du programme. Et je dirais même que en fait, le premier décret signé par Emmanuel Macron en tant que président, c'est-à-dire la première chose sur laquelle il a mis sa signature officielle, c'est de supprimer ce qu'on appelait le fonds de réserve pour l'aide à la création des sociétés coopératives, qui était un fonds de réserve de 170 millions ou 200 millions d'euros. Et c'est vraiment le premier truc qu'il a fait. Il est arrivé à 9h01 le matin et il a signé ça, quoi. Donc c'est remettre ce fonds-là, le développer et puis permettre que les salariés justement reprennent leur entreprise en scope de manière beaucoup plus facile. Tant que ça fonctionne, ça fonctionne. J'en ai plein d'exemples de scopes qui fonctionnent bien. Et puis c'est un autre esprit d'entreprise. Voilà. Quand tu parlais de la personne qui ouvre son restaurant que le midi, dans les scopes, on retrouve cette espèce de fonctionnement qui est, faut que l'entreprise vive, hein, bien sûr, hein, mais c'est pas grave, si elle n'est pas cotée en bourse, et puis si elle arrête à un moment de grandir, et puis qu'elle permet que les salariés vivent de l'entreprise, quoi. Et puis ça ne permet pas que des coopératives agricoles ou des choses comme ça. Moi, d'où je viens, dans le Sud-Manche, il y a une entreprise à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Donc on pourrait dire c'est un nom drôle, c'est vraiment paumé, etc. C'est une entreprise qui s'appelle Lacom, qui est une société coopérative justement de plus de 400 salariés, et qui ont créé en fait la possibilité qu'on utilise maintenant pour Internet, c'est-à-dire la fibre optique. Le fait qu'au début, il fallait mettre en fait tous les 100 mètres un boîtier de découplage. Bon, bref, pour lire les informations et les renvoyer, et c'est eux qui ont inventé en fait le fait que la fibre optique puisse s'installer de manière linéaire sans aucun problème. Donc en fait, il y a des trucs ça peut servir aussi pour des choses très technologiques, comme des choses beaucoup plus low-tech, on va dire, et plus terre-à-terre. Mais c'est vraiment vers ça qu'on doit se porter, quoi, et qu'on doit permettre aux salariés de développer. Alors en parcourant un peu le sommaire des mesures, ce qui m'est revenu, c'est
c'est qu'on avait l'intention de développer les circuits courts, mais on a beaucoup joué sur l'outil taxe en fait, sur le fait de réduire la TVA sur les produits qui sont bons pour le climat et les services qui sont bons pour le climat. Donc réduction de la TVA pour les circuits courts, réduction des TVA sur les billets de train. Et là, c'était un peu terrible parce qu'en fait, ils ont complètement refusé de baisser la TVA. Ils se sont dit jurisprudence avec les restaurants, ils nous avaient fait ça. J'ai dit, dans ma tête, c'est la SNCF quand même. Enfin, je veux dire, si la SNCF essaie de blouser l'État français, il y a un moment, ça se voit comme le nez au milieu de la file. Mais ouais, sur la question de l'économie, c'était vraiment d'utiliser la taxe comme étant quelque chose. Par contre, sur le fait de retrouver... moi, je trouve que ce qui est transversal à toutes ces mesures, c'est le fait de se réapproprier son territoire de vie proche et d'encourager aussi à la démocratie. Je vois, une des mesures, c'était inclure les citoyens dans les comités de gouvernance sur la mobilité locale, de faire que les citoyens soient là pour donner leur avis au même titre que les conseillers métropolitains ou municipaux. Voilà. Et sur l'économie stricto sensu, c'était vraiment jouer sur l'outil taxe. La SNCF, ils faisaient ça parce qu'ils prévoyaient déjà la privatisation du rail. Ouais, mais on se cache derrière le pied-doigt, et puis même tu peux le faire 3 ans, hein, le temps que ça... Je crois que... Moi, je voulais revenir sur l'agriculture, parce que le monde rural, c'est quand même... enfin, les agriculteurs, c'est quand même notre nourriture. Hein. La première des choses, c'est qu'il faut manger. Et on voit bien que quand on mange sain et bon, on vit mieux. Et que quand on mange des saletés, enfin, tout ce qu'on voit comme, je dirais, comme nourriture avec tout ce qu'il y a comme ingrédients en plus, le premier effort pour moi, ce serait pour l'agriculture. Est-ce qu'on en a beaucoup parlé pendant la Convention? Parce que je pense qu'un agriculteur, et après je dirais, est-ce qu'on peut dire un peu au niveau de la NUPES ce qu'on a envie de dire, ce qu'on propose par rapport à ça? Parce je viens du milieu rural, mes parents étaient agriculteurs, donc je sais de quoi je parle. Parce que quand il s'agit de se convertir, même si on a été complètement, je dirais avec plein d'engrais, complètement asservi par ce monde-là, le fait de vouloir en sortir n'est pas suffisant pour s'en sortir. Pourquoi? Parce que le temps qu'on va changer, il faut qu'on ait une aide. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Soit d'abord, au niveau d'enseignement, les écoles d'agriculture enseignent autre chose que ce qu'elles ont enseigné depuis des années. Là, premièrement, il faudrait pouvoir qu'il y ait une formation pour passer justement à une autre agriculture, et comment on aide, et qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là, parce qu'ils ne produisent, ils nous empoisonnent pas pour le plaisir, mais parce que souvent ils continuent parce qu'ils n'ont pas le choix et ils ne savent pas comment faire. Et tu as parlé des suicides, il faut quand même se dire, est-ce qu'on prévoit un salaire minimum? Est-ce qu'il a été question? Parce que c'est le b.a.-ba, se nourrir. Alors je ne savais pas si vous en aviez parlé ou pas. Voilà. Ma question est un peu longue, mais bon. Il y avait un groupe Se Nourrir. Je n'ai pas fait toutes les catégories, mais je vais les refaire. Du coup, il y avait se loger, se nourrir, se déplacer, produire, travailler et consommer. Donc c'était 5 sous-groupes, on va dire, de 30 citoyens. C'était 5 mini-conventions dans la convention. Et bien sûr, on a parlé de l'agriculture. Et bien sûr qu'en sortant de ça, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi notre indépendance, comment on appelle ça? Souveraineté alimentaire. J'ai appris qu'elle était uniquement de 35%. C'est-à-dire qu'en fait, on fermerait les frontières, on pourrait se couvrir à 35% de la population. Et on a identifié très rapidement qu'il y avait des soucis. Des soucis, notamment en commençant par la formation, qu'il fallait davantage, qu'il fallait davantage d'agriculteurs pour nous nourrir plus tard, mais aussi leur donner des conditions à la fois de travail et de satisfaction qui sont importantes. Et donc on a misé à fond sur la bio en essayant de faire en sorte que la politique actuelle sur l'agriculture soit pas dictée par les industriels qui veulent de la rentabilité, qui veulent vendre à bas prix dans les supermarchés la nourriture et qu'il n'y a que ça qui s'achète. Enfin, on a rencontré des acteurs de la filière biologique qui nous disaient en fait on n'est pas de poids limité,
la grande consommation ne met pas en valeur nos produits parce qu'ils ne les vendent pas. Et c'est un vrai problème. Et c'est en ça où on a eu cette réponse du chèque bien manger en se disant, il y a encore beaucoup de ménages qui n'ont pas accès à ça. Et leur dire, voilà, ce que vous est donné par mois, ça vous permet d'accéder à cette alimentation. Mais il y a aussi, voilà, de réformer la formation, de permettre des meilleures conditions de travail pour les agriculteurs, et puis se garder des terres arables avec la lutte contre l'artificialisation des sols. Concrètement, on arrête de bétonner les champs qui peuvent nous nourrir plus tard. Surtout si je disais qu'on n'arrivera jamais à avoir une souveraineté alimentaire pleine. Et qu'il faudrait un revenu minimum. Ouais. Alors moi, je vais te répondre un petit peu sur ça. Alors déjà, il n'y a pas de ministère de l'Agriculture. C'est un ministère de l'Alimentation. Je pense que tu vois que dans la manière de penser la chose, on n'est pas tout à fait sur le... Enfin, tu vois, c'est plus du tout la même chose. Oui, un accompagnement évidemment financier et un accompagnement, je dirais, en termes d'aide sur les agriculteurs qui veulent changer de système, c'est prévu. Parce qu'effectivement, passer d'une agriculture, on va dire classique, intensive, à une agriculture biologique, ça a un coût. Sur le revenu minimum, il faudrait que je me penche sur les mesures, je ne l'ai pas vu. Par contre, c'est vrai qu'on assure les débouchés dans le sens où les cantines bio et gratuites, avec obligation de se fournir sur les agriculteurs bio du coin, quoi. Donc ça veut dire aussi pour l'agriculteur qui s'installe ou qui se reconvertit, qu'il a un débouché pour sa marchandise. Enfin, je veux dire, déjà, c'est une première chose, quoi. Et puis, les prix planchers, c'est aussi pour que le prix de revient, enfin, le prix de vente des produits agricoles ne soit pas inférieur au prix de revient. Enfin, moi, quand je vois que le litre de lait il est vendu moins cher que ce que ça coûte, forcément, à un moment donné, il ne faut pas être grand clair pour se dire que ça ne peut pas fonctionner, quoi. Donc voilà, c'était pour te dire un petit peu tout ça. Sur la formation, par contre, là, je suis quasiment sûre de ne pas avoir vu quelque chose sur la formation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas, quoi. Enfin, je veux dire, après, c'est des choses qui... Ah, si tu l'as vu, ça y est, t'as potassé tes 650. C'est marqué création de 300 000 emplois grâce à une agriculture relocalisée, c'est le premier point. D'accord, oui, la création des emplois, ok. Oui, il y aura une reprise en main justement des écoles agricoles. Voilà, parce que dans les écoles agricoles, c'est quel modèle on enseigne. Voilà. Et effectivement, il faut que ça soit adapté au fait que nous, on veuille des agriculteurs bio, des paysans sur des petites exploitations qui s'installent. Et donc ça, va falloir l'adapter aussi en termes d'enseignement. Il faut que ça soit cohérent tout ça. Avec des surcoûts. Oui, alors, pour revenir un petit peu sur la question de l'économie, en fait, j'avais une question, parce que moi, les 650 points de la LUPES, enfin les 650... Tu les as pas lus, tu ne sais pas par non. Justement, je vais t'interroger, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on entendait en 81, qu'on n'entend plus du tout, c'est nationalisation. C'est devenu un mot totalement tabou. C'est vraiment un truc, là, tu dis ça, tu es quasiment qualifié de dangereux extrémiste. Et qu'est-ce qu'il en est? Parce que c'est quand même un outil aussi à la main de l'État, renationaliser des secteurs entiers pour reprendre la main, justement, politiquement. Voilà. Alors, on fait la différence dans la nationalisation sur les secteurs qui sont essentiels et non essentiels. Par exemple, il va y avoir des pôles publics du médicament, par exemple, pour redevenir indépendants. Je le disais, je ne sais plus dans quelle réunion, actuellement on a des industries pharmaceutiques. Le souci, c'est que la substance de base, la substance active, elle est fabriquée en Chine. Oui. Donc nous, on fabrique les capsules oui. à partir des substances qui sont fabriquées en Chine. Donc on n'est plus indépendant, en fait, du point de vue des médicaments. D'ailleurs, on s'en est aperçu au moment de la crise Covid. Donc voilà, il y a des secteurs comme ça sur lesquels on se dit, il faut qu'on soit indépendant. Dans l'indépendance, il n'y a pas le fait de se couper du monde. Il y a juste le fait que si à un moment, on se retrouve avec une crise sanitaire comme on a eu, est-ce que, du coup, il y a des secteurs de l'économie, des pans entiers de l'économie vitale pour la France et pour les Français, dont on ne pourra pas assurer. Alors, à ce moment-là,
on a besoin d'avoir quelque chose, en tout cas à l'intérieur de la France, qui nous permet de fonctionner. Voilà. Il ne s'agira pas de nationaliser les producteurs d'ananas, pourquoi pas, ça ou autre chose, parce que je pense qu'on peut, s'il y a quelque chose qui se passe de grave, on pourra se passer d'ananas pendant quelques temps. Mais voilà, les médicaments, on n'est pas sur le même registre. Il faut absolument qu'on puisse être indépendant par rapport à ça. Voilà. Qu'on n'attende pas sur le tarmac de Roissy un hypothétique avion qui arriverait de Chine pour pouvoir soigner les gens. Enfin, je veux dire qu'à un moment donné, je pense que c'est de la... Comment dire ça, c'est pas de la bonne foi, mais c'est juste du bon sens, voilà. C'était le bon sens que je cherchais. Je me disais, bon, je ne vois pas trop pourquoi votre foi, ça va pas du tout. C'est du bon sens, en fait, voilà. Et voilà, dans les nationalisations, on n'est pas des dangereux bolcheviques, on ne veut pas tout nationaliser en France, on veut juste remettre bien en France ce dont les Français ont besoin de manière vitale. Et donc ça va être l'eau aussi, enfin ça va être des choses comme ça, bien sûr. Alors, juste sur cette question-là de la nationalisation, moi je pense qu'effectivement c'est une vraie question. Alors d'abord par rapport au service public, de reconquérir les services publics en France, qui ont été un outil de permettre un développement économique et un développement économique effectivement qui ne soit pas aveugle, mais qui soit qui permette effectivement de répondre aux besoins de la population. Et moi je pense que on l'a vu, y compris en 81, la nationalisation, c'est une solution, mais je pense que derrière, c'est comment on fait les nationalisations et comment on modifie les modes de gouvernance et de gestion des entreprises publiques dans notre pays, y compris que ça passe par une réelle démocratisation du fonctionnement des entreprises publiques dans notre pays, parce qu'on voit bien aujourd'hui la SNCF qui est 100% publique, elle est gérée comme une entreprise privée, parce que c'est il y a des modes de fonctionnement, des modes de désignation des dirigeants et des modes de, j'aime pas beaucoup le mot, mais de gouvernance aujourd'hui qui ne laissent pas beaucoup plus de place aux salariés que dans le privé. Donc je pense que c'est quand même sur cette question de... Moi j'aime mieux parler d'appropriation publique plutôt que de nationalisation, parce que je pense qu'effectivement on peut aboutir à des résultats qui ne sont pas forcément toujours satisfaisants. Et puis je voulais surtout intervenir sur cette expérience de la Convention citoyenne, parce que je pense que ça a été à la fois, ça nous a été présenté comme un truc hyper nouveau, qui allait tout révolutionner, qui allait tout changer. Et on voit bien que le gouvernement, il a été rapidement... Il l'a fait parce qu'il était confronté à des crises. Il y a eu les gilets jaunes, mais il y a la crise écologique, il y a la crise économique et la crise sociale. Il a essayé d'y répondre de cette manière-là, mais tout en faisant en sorte que... moi, je le ressens comme un affichage. Et moi, je trouve ça grave parce que finalement... l'échec, c'est pas l'échec du travail de la Convention citoyenne. Il a dévoyé, en fait. Mais voilà, le dévoiement qui a été fait de ce travail. Et ça posait des problèmes. Je pense que la légitimité, le débat entre la légitimité du travail qui a été fait par la Convention citoyenne et la légitimité du Parlement, elle pouvait se poser. Et je pense que, y compris, il avait été question d'un certain nombre de propositions de la Convention citoyenne qui aurait pu ou aurait dû être soumis à référendum. Et là aussi, comme le disait Sabine tout à l'heure, moi je pense que les référendums, c'est aussi un moment, le vote c'est un moment important, mais tous les référendums qu'on a pu vivre, pour les plus anciens, Maastricht et le référendum de 2005, ça a été des moments de débat dans la société pour savoir ce qu'on voulait faire de l'Europe. Et ça, c'était important. Et je pense que sur la question climatique, effectivement, on a besoin de la Convention citoyenne, et je pense qu'il en faudra d'autres, parce que je pense qu'effectivement, le Parlement tout seul,
Voilà, on voit bien que ça ne répond pas à toutes les questions. Donc la Convention citoyenne, ça aurait pu être un bon moyen d'amorcer les choses. Mais l'essentiel, c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait un vrai débat dans la société sur les sujets, qu'on puisse à un moment donné les trancher. Alors soit par effectivement le Parlement, par l'Assemblée nationale. Ceci dit, il y aura aussi, mais c'est dans les propositions de la NUPES, d'une réforme constitutionnelle majeure et qui amène plus de démocratie. Et que ça passe aussi par le référendum et par des vraies discussions, parce que là on voit bien que, et moi je conçois l'amertume qu'on peut avoir quand on a travaillé des heures et des heures sur des sujets, qu'on produit un rapport de 500 pages, et que derrière on se retrouve avec un Parlement qui vote, qui dévoie effectivement la quasi-totalité des mesures qui ont été proposées par la Convention citoyenne. Alors, je réponds juste sur les services publics et sur le fait qu'elles soient dirigées comme des grandes entreprises. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je répète toujours que les services publics, comme leur nom l'indique, ils sont faits pour rendre service au public, et que s'ils ne sont pas rentables, c'est pas grave, c'est pas leur objectif. Et donc, quand on veut faire la rentabilité des services publics, et bien, pour moi, on se fourvoie. C'est-à-dire qu'on retire aux services publics leur objectif principal, qui est de rendre service au public. Donc ça, c'est une première chose. Et sur la Convention citoyenne, je te laisserai répondre, mais moi, ce qui me fait vraiment mal par rapport à cette Convention citoyenne, c'est que ça aurait pu être un super exemple de ce qui se passe quand on demande l'avis aux citoyens, et ça aurait pu servir vraiment de support par rapport à cette démocratie. Et en fait, ça fait tout à fait l'inverse, parce qu'on leur a demandé leur avis, puis on n'en a pas tenu compte. Et du coup, quand nous, on arrive avec notre programme, et notamment les référendums d'initiative citoyenne, on va avoir des gens qui vont dire « Ouais, bah, si c'est comme pour la Convention citoyenne, en gros, passe ton chemin, quoi. » Et en fait, voilà, quoi, ça fait plus de mal que de bien, cette histoire-là, quelque part. J'ai eu certains hauts et bas dans la lucidité que j'avais d'être moi-même participant de cette convention. Au début, c'était Macron qui m'appelait. Macron, je n'ai jamais cru, ni en 2017 ni après. Et le verre était un peu dans le fruit quand il avait demandé la concertation avec les citoyens. Mais néanmoins, l'exercice était nouveau, jamais fait. Test, si on se vautre, tant pis. Et du coup, en construisant ça, en voyant le consensus qu'on avait entre nous, le fait d'être en adéquation et puis de produire un travail de qualité, de l'amener sur les pelouses de l'Élysée et que lui, en retour, il nous dise « Bon, je vous enlève 3 mesures, mais pour le reste, je dis banco, je dis allons-y ». Et moi, je suis vraiment ressorti de l'Élysée en me disant « Bon, en fait, il va le faire, quoi ». Mais bon, j'avais quand même oublié que Macron, il était sincère que quand il ment, en fait. Et que l'après, génère énormément de frustration, de colère, ou même d'engagement. Enfin, je veux dire, moi je reste dans le positif. Dans le positif, bien sûr. C'est une colère saine, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire que ce qui m'est arrivé, je vous l'ai dit en introduction, ce qui m'est arrivé, ça aurait pu aussi vous arriver. C'est-à-dire qu'à quel point vous seriez content de finalement qu'on vous appelle pour au final s'asseoir sur votre travail, alors que ça a généré, c'est l'expérience la plus civique de toute ma vie, et je suis encore très fier de ce rapport, et je continue à le défendre, parce que je pense que voilà, la loi climat telle que rédigée par les citoyennes et les citoyens fait déjà le job, que là où les politiques ne font pas le job parce qu'ils écoutent les intérêts d'autres, et ils écoutent très peu. J'avais rencontré celle qui nous a mis la claque climatique au début, la grande paléo-climatologue Valérie Masson-Delmotte. On avait échangé après coup. Je dis, vous avez rencontré le président? Il dit oui, une fois. Et vous avez parlé de quoi? Il m'a parlé de mon chemisier. Mince. Ils écoutent que les intérêts économiques. Ils ont des tas de personnes derrière eux qui leur soufflent aux oreilles sur non, mais si on fait de malus, Peugeot, Renault, machin, ils vont être dans la merde. Non. Je vous propose de mettre fin juste aux questions, parce qu'il y en a beaucoup encore qui veulent poser des questions, mais qu'on puisse encore le faire autour d'un verre et d'un petit banquet. Ça, vous savez, plus sympathique aussi.
Un petit banquet. Bon, on va se calmer sur le banquet, hein, ça va être quelques petites choses à grignoter. Pour tous ceux... Quand même, mes moyens financiers ne me permettent pas le banquet. Ouais, bah, banquet républicain, frugal, ouais. Je cherche mes mots des fois aussi. Et sinon, pour tous ceux qui veulent s'engager, vous pouvez rejoindre sur Action Populaire, l'application, le site web, nos groupes d'action près de chez vous. Et ce soir, j'ai plein d'affiches de nous dans la voiture, avec plein de travail. Si vous voulez afficher la tête de votre futur député. Et surtout, j'en ai vraiment beaucoup, à quel point que ma voiture est très lourde, donc venez m'aider s'il vous plaît. Oui, je l'ai entendu tout à l'heure. Envoyez-les à l'Assemblée. Voilà.